Bonjour à tous. Aujourd'hui une émission spéciale qui va être consacrée à l'ami Guillaume Faye, qui nous a quittés dans la nuit du 6 au 7 mars 2019 et qui est une figure marquante de notre combat identitaire pour l'Europe. Et j'avais envie de lui rendre un hommage appuyé. Alors j'ai fait un hommage par écrit sur mon blog il y a quelques jours. Et j'ai un peu la fierté d'être le premier à avoir rendu un hommage littéraire, si on peut dire, à Guillaume. Et aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de son œuvre, parce qu'un auteur, c'est une œuvre, et l'œuvre, elle subsiste, elle survit à son auteur. Donc je vais vous présenter quelques-uns des ouvrages clés et phares de Guillaume, et ce qu'il peut apporter à leur lecteur. Alors je n'ai pas les ouvrages de l'époque où il était au Grèce, et des années 70-80. J'ai découvert Guillaume, comme beaucoup de gens, à la fin des années 90, lorsqu'il est réapparu suite à ces 10 années où il avait travaillé dans divers médias du système, et il est revenu en force évidemment avec le premier ouvrage que je vais vous présenter, qui n'est pas le moindre, l'archéofuturisme. Alors l'archéofuturisme, le titre du livre rappelle bien, comment dire, le mélange d'une vision archaïque traditionnelle de l'europanité et en même temps d'une vision prométhéenne conquérante. Donc c'est ce double visage du titre qui rappelle une notion allemande qui s'appelait le Altneue, c'est-à-dire le vieux neuf, mais remanié, remasterisé par Guillaume, et qui finit par une petite nouvelle assez déconcertante et assez enthousiasmante d'ailleurs, que je vous la voyez sur temps réel. Hein. Voilà, donc il y a un titre tout à fait clair, la question ethnique et la question européenne, ça c'était le chapitre 5, donc du point de vue archéofuturiste, et puis donc une petite nouvelle, effectivement, qui clôt cet ouvrage, qui s'appelle Une journée de Dimitri Leonidovitch Oblomov, chronique des temps archéofuturistes, Brest, 22 juin 2073. Donc il s'était mis dans une position extrêmement éloignée, et c'est le petit côté auteur de science-fiction, qui est aussi une des dimensions de Guillaume, qui apparaît dans cette nouvelle. Donc d'une Europe sombre, hein, puisque l'Europe qui a survécu à la submersion migratoire au prix d'une régression sociétale totale dans plein de domaines, avec une dichotomie complète entre une sorte de société hyper futuriste très développée et des pôles de tradition, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, Guillaume présente une Sparte quasiment comme celle de 500 avant Jésus-Christ. Donc il y a vraiment l'archéofuturisme poussé à l'extrême, avec des trains, donc il développait un peu les thèmes qu'on retrouve avec l'hyperloop aujourd'hui, des trains à hyper grande vitesse. C'est le côté visionnaire de Guillaume. Alors évidemment, il a profité donc de sa résurrection pour ressortir le nouveau discours à la nation européenne. Donc, nouveau discours à la nation européenne qui est une édition revue et augmentée. Donc, sur l'éditeur d'époque, c'était l'Ancre, Librairie nationale. Alors, il revient sur un ouvrage qui était phare, mais il le relie avec les thématiques migratoires et identitaires qui sont désormais les siennes. Et donc, le titre, déjà, Nation européenne, indique bien dans quel sens et dans quel camp il se place. Qu'il n'est pas celui des patriotes europhobes et des souverainistes, mais bien le camp de ceux qui veulent la Grande Europe, qu'il appelait Euro-Sibérie. Ça amène à ce dernier ouvrage, La colonisation de l'Europe. Alors la colonisation de l'Europe, discours vrai sur l'immigration et l'islam, c'est un livre qui a valu à son auteur, Guillaume Faye, et à son éditeur, une condamnation pénale pour incitation à la haine, évidemment, puisque ce livre dénonce clairement, rien que le titre l'indique, la submersion migratoire de l'Europe et les conséquences que cela peut amener sur notre civilisation. Il en profite aussi pour régler certains comptes avec les grandes figures de la nouvelle droite de l'époque, et Alain Benoît en tête. Cet ouvrage, Pourquoi nous combattons, manifeste de la résistance européenne, le titre est clair, avec un sanglier. Alors certains auteurs ont affirmé que ce sanglier avait inspiré le bloc identitaire. Je crois notamment que c'est un article de Nicolas Lebourg qui le disait il y a quelques jours, qui aurait inspiré les identitaires pour choisir leur symbole politique. Alors pourquoi nous combattons, c'est un dictionnaire avec des thèmes, évidemment, qui sont des thèmes identitaires, mais il y a le paganisme qui est développé, on en reparlera avec Daniel Conversano dans une émission bientôt, et puis voilà, patrie, toutes ces notions. C'est un vrai dictionnaire qui permet de retrouver une dynamique dialectique importante. Par exemple, il parle d'assimilation, croyance selon laquelle des masses d'immigrés peuvent devenir français ou européens en reniant leur culture d'origine. Et il dit ceci, l'assimilationnisme est au fond une forme déguisée de racisme, c'est aussi une utopie. Un exemple parmi tant d'autres. Autarcie des grands espaces. Le terme de remigration n'est pas employé, puisqu'à l'époque il ne l'utilisait pas, mais les notions qui y associées y étaient aussi bien. Donc voilà, il y a des termes élite, halogène, évidemment, un terme halogène. Hein. Tout ce qui, au sein d'une population donnée, est d'origine étrangère, culturellement et biologiquement. Voilà. Mieux vaut parler d'halogène que d'immigrés ou d'étrangers.
dans la mesure où la majorité de ces derniers naissent en Europe sans être ethniquement européens, et en pouvant, en vertu du droit du sol, détenir la nationalité d'un pays d'Europe. Ça résume bien la pensée de Guillaume. Donc Jean Robin nous a expliqué qu'il avait renié tout ça, que Guillaume Fay, du temps en tout cas où il avait Jean Robin comme éditeur, avait changé et n'était plus le même. Bon, on verra ce qu'il en est. Continuons avec Avant-guerre, chronique d'un cataclysme annoncé, donc toujours les mêmes thèmes de Guillaume. La Troisième Guerre mondiale va éclater de manière imminente. Ses formes sont radicalement nouvelles, archéofuturistes, donc toujours dans la continuité de ses œuvres. On voit bien que les ouvrages que je viens de citer, les 5 ouvrages que je viens de présenter, vont dans le même sens. Le coup d'État mondial, essai sur le nouvel impérialisme américain. Donc on le présente comme un atlantiste, parce qu'il y a des amis américains qui sont d'ailleurs tout aussi opposés au système américain que lui-même. On prend l'exemple de Jared Taylor, qui est un ami personnel de Guillaume, et qui d'ailleurs préface son nouvel ouvrage. Il change d'éditeur, avec la disparition de l'Ancre Librairie Nationale, qui met fin à son existence, et bien il va être édité par les éditions du Lore. L'inconvénient des éditions du Lore, qui sont pourtant de très bonne qualité au niveau graphique et esthétique, vous pouvez le constater, voilà, très beau papier, tout est bien, c'est que c'est un éditeur confidentiel. Ce qui fait que la dynamique de vente des livres a été beaucoup plus limitée qu'il aurait pu l'être avec ce qu'il avait pu faire avant. Alors, l'archéofuturisme 2.0, donc là c'est carrément de la science-fiction pure, ce sont des nouvelles de science-fiction, voilà, qui sont politiques d'une manière ou d'une autre, mais qui sont aussi complètement inventées. À un moment donné, je crois qu'il y a des dauphins intelligents, donc c'est vraiment de la science-fiction pure. Il continue avec ce livre, Mon Programme, donc c'était un petit peu une façon d'exister politiquement, donc un programme politique que j'ai trouvé malheureusement relativement eurosceptique. Connaissant Guillaume Fay, ça m'a surpris. C'est le côté réaliste de Guillaume dans cet ouvrage, puisqu'il se met dans l'optique d'un programme qui pourrait être suivi d'effet, et pas d'un programme idéal qui amènerait à une résurrection de la civilisation européenne intégrée. Ce livre important aussi, Sexe et dévoiement, toujours l'or, Guillaume Fay. Un livre qui est très fort, parce qu'il parle des questions de sexualité avec une connaissance très brillante du sujet, mais relu par le Guillaume Fay des années 90 des années 2000. Donc on est loin de l'apologie du libertarisme qui a pu être le sien, mais on est aussi dans du réalisme. Voilà, par exemple, il y a des titres forts. La sacralisation de l'homosexualité, on voit qu'on est loin de ce qu'on lui reproche des années 80. Mâle et femelle, des différences complexes, les schizophrénies du féminisme, sexe et perversion, inéradicable prostitution, sexe et origine, islam et sexualité, christianisme et sexualité. On voit qu'il ne laisse rien au hasard. Alors cet ouvrage-là, Sexe et dévoiement, un de ses meilleurs, honnêtement, parce que c'est une analyse de la décadence européenne, comme rarement on a pu le lire. C'est largement supérieur au IIIe siècle de Zemmour, c'est évidemment supérieur à tout ce qu'a pu faire Soral sur ce sujet. Guillaume Fay va dans un très haut niveau. Dernier livre, celui qui a fait le plus de mal à Guillaume, parce qu'il en a payé le prix, La Nouvelle Question Juive, donc livre remarquable de Guillaume Fay, mais qui invite à un retournement dialectique et idéologique de la droite nationale. En termes clairs, il invite à renoncer à l'antisémitisme obsessionnel de tout un pan de la droite nationale qui reste, y compris de la droite européenne païenne, qui restait complètement bloquée sur ces sujets. Donc il essaie un retournement dialectique, évidemment ça ne lui sera pas pardonné. C'est la rupture avec Terre et Peuple, avec Vial, en 2007. C'est la rupture avec beaucoup de gens qui vont désormais lui tourner le dos, et l'attaquer même. Ça explique par exemple le tweet de Christian Boucher le lendemain de la mort de Guillaume, où il disait que Guillaume Fay avait fait beaucoup de bien dans le passé et avait fait beaucoup de mal. C'est ce que estime en tout cas Christian Boucher par rapport à cet ouvrage. C'est un ouvrage qui effectivement a matérialisé une rupture idéologique et beaucoup de choses, mais qui dit que la continuité de sa propre pensée, on lui reproche un antisionisme des années 80 qui était dans l'air du temps, mais Guillaume a repensé complètement sa stratégie. Il fait état de rencontres avec les milieux communautaires juifs, mais qui n'ont pas du tout de certitude d'existence réelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu très peu de soutien et très peu de protection par rapport à ce livre. Ça lui a fait beaucoup de dégâts, mais c'est un livre qu'il faut lire et qu'il faut comprendre. Parce que c'est quelque chose qui nous oblige à revoir les choses d'une autre manière. Alors, le dernier livre que je vais vous présenter, qui est donc l'avant-dernier livre, puisque le livre de Daniel Conversano, édité par Daniel Conversano, donc qui s'appelle même Guerre civile raciale, est sorti hier. Je l'aurai sans doute la semaine prochaine. Le plus mauvais livre de Guillaume Fay de ces dernières années, Comprendre l'islam, par Guillaume Fay chez l'éditeur Tatami. Alors, l'éditeur Tatami, c'est Jean Robin. Je vais en reparler d'ailleurs un petit peu. Ce livre est un livre de commande que Guillaume a fait pour son éditeur, et
sur lesquels il montre qu'il ne maîtrisait pas totalement le sujet. Guillaume est un esprit extrêmement brillant, mais il ne peut pas avoir une connaissance universelle. Et sur la thématique de l'islam, finalement, l'ouvrage n'apporte pas grand-chose. C'est bien sûr bien écrit, c'est Guillaume Fay, il écrit bien. Il y a des thématiques courageuses évoquées, mais par exemple, je lis à plusieurs reprises qu'il cite son éditeur. Comme l'a dit Jean Robin dans je ne sais quoi. Et ça, c'est pas du Guillaume. On comprend bien que Guillaume Fay ait cherché un éditeur, et il en a trouvé un. Mais, évidemment, il a été contraint de respecter certains canons, parce que son auteur était prêt sans doute à prendre des risques sur la question de l'islam, mais n'était pas prêt à prendre des risques sur les questions ethniques et civilisationnelles. Donc un livre qui n'est pas une anthologie, j'ai dû chercher dans ma bibliothèque pour le retrouver, parce que c'est pas un livre qui est très souvent sorti, hein, c'est la preuve que... voilà. Et on va parler un peu de Jean Robin. Pourquoi je parle de Jean Robin? Parce que d'abord, je ne devrais pas parler de Jean Robin, parce que je sais qu'il n'attend que ça, qu'on parle de lui, et qu'on réagisse à ses provocations. Donc, mais on est dans des circonstances un peu particulières. Un ami est mort récemment, et je n'ai pas envie qu'on laisse entendre des choses fausses, tout simplement, à son compte. Alors, Guillaume Fay est présenté comme raciste, sauf pendant la période où il a travaillé avec Jean Robin. Terme clair, Guillaume Fay, selon lui, aurait été raciste jusqu'à rencontrer Jean Robin. Il aurait cessé de l'être, on imagine, sous son influence, et puis il le serait redevenu sous l'influence du diabolique et machiavélique Daniel Conversano, dont il s'attribue le fait de l'avoir fait rencontrer. Tout cela, évidemment, ne tient pas. Plus étonnant, il explique que Guillaume Fay, quelques jours avant sa mort, alors qu'il était dans les soins intensifs, des derniers soins qu'il pouvait recevoir, alors qu'il ne pouvait que chuchoter, dixit ses amis qui, eux, étaient présents physiquement et qui n'étaient pas à Tahiti à des milliers de kilomètres pour savoir ce qui se passait, eh bien, Guillaume serait devenu catholique. Se serait converti. Alors, d'abord, premier problème, c'est que pour se convertir, il faut ne jamais avoir été baptisé, donc ne jamais avoir été catholique. Alors, Guillaume Fay était bien entendu éduqué de manière catholique, il était baptisé, il est issu d'une famille d'Angoulême, de milieu plutôt national conservateur, donc bien évidemment, Guillaume Fay n'est pas devenu catholique et ne s'est pas converti au catholicisme. Peut-être, effectivement, au moment du grand passage vers Élysion, a-t-il douté, ce qui est arrivé à bien grand nombre. On sait que Voltaire, tout aussi incroyant était-il, avait fait des pieds et des mains avant sa mort pour bénéficier d'une cérémonie catholique en bonne et due forme. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Ce qui est sûr, c'est que je doute que quelqu'un proche de l'entourage de Guillaume ait eu spontanément envie d'aller raconter tout ça à Jean Robin. C'est pas spécialement celui à qui on aurait envie de confier ça. Et puis je suis assez sceptique du fait que la sœur de Guillaume ou la fille de Guillaume ou Yann Bertignon ou d'autres amis de Guillaume aient pu avoir même le numéro de Jean Robin. Donc tout ça ne tient pas. Soit c'est une affabulation pure, soit c'est le relais d'un affabulateur, mais dans tous les cas de figure, c'est très peu vraisemblable, et en tout cas c'est faux intellectuellement. Guillaume Fay ne peut pas se convertir dans une religion qui n'a pas cessé d'être la sienne, d'un point de vue purement formel en tout cas, parce qu'effectivement Guillaume Fay était païen, un païen à sa manière, il n'a pas été de ceux qui pensaient que le paganisme pouvait être ramené à la vie, hein, c'est une philosophie personnelle païenne qui est la sienne. Dominique Vénère avait un petit peu la même philosophie, il y a une sensibilité païenne, mais c'est pas une foi moderne, en tout cas tel qu'on pourrait le penser, et en tout cas Guillaume Fay était un païen à sa manière, à sa façon. Ce qui est sûr, c'est que l'œuvre de Guillaume Fay est essentielle pour comprendre les idées de ce qu'on appellerait le courant européen identitaire, avec les outrances qui ont pu être les siennes aussi, parce qu'il s'agissait de lancer un bloc de béton dans la vitre du système, donc forcément ça ne se fait pas sans dégâts. Mais il faut reconnaître qu'il n'a jamais cédé la facilité. Son livre sur la nouvelle question juive, qui est présenté comme la nouvelle judéophobie par Jean Robin, donc il ferait mieux d'aller regarder même la fiche Wikipédia de Guillaume, hein, ça serait aussi simple, eh bien lui a valu beaucoup d'inimitié, à tort. Je sais qu'avec Pierre Vial et Terre et Peuple, la réconciliation avait eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, j'attends d'ailleurs un hommage de Pierre Vial qui va certainement être fait là aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission, je ne le sais pas. Certains de mes camarades se sont étonnés du peu de réactions des grandes figures de l'ex-bloc identitaire concernant Guillaume. Seul Romain Spino a écrit aujourd'hui, à l'heure où je parle, un hommage. On attend des hommages des autres figures, on n'est pas sûr qu'il y en aura. On attend une éventuelle réaction d'Alain Benoît, avec laquelle la relation avec Guillaume était extrêmement tendue, extrêmement complexe. Il avait exclu Guillaume 2 fois, Lugrès.
Et puis, évidemment, on s'attend aussi aux attaques, et certains sur Twitter et sur Facebook ont commencé à lancer les attaques du côté du milieu catholique intégriste, donc des attaques évidemment sur ce qu'il aurait fait ou pas fait dans les années 80, sur sa vie personnelle, sur les failles, si on peut dire justement, qui étaient les siennes, et il y en avait un certain nombre. Moi j'ai trouvé franchement dégueulasse, on va dire les choses clairement, ceux qui ont fait allusion à une certaine dépendance pour un certain liquide. Voilà, ouais, je ne veux même pas aller plus loin. Je sais très bien qui était Guillaume Fay, je sais très bien quels étaient ses défauts. C'est pas le lieu et le moment d'en parler. Ça n'a pas impacté son œuvre. Ce n'est pas ce qui explique sa mort, puisqu'il a été victime d'un crabe dû à un autre produit, hein, d'une consommation de cigarettes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel d'entre nous. Il est avec 70 ans. C'était pas aujourd'hui, c'est pas un âge considéré comme très avancé. Mais le destin a voulu qu'il en soit autrement. La dernière Parc, hein, Atropos, celle qui coupe le fil de la vie, eh bien, a tranché. Et puis Guillaume s'en est allé. Mais il est clair que d'abord c'est une perte évidemment considérable, comme celle de Dominique Vénère à un autre moment de notre vie, hein, il y a quelques années. C'est un ami qui s'en va, c'est un ami qui ne sera plus, et où il sera ailleurs en tout cas, et c'est pas le moment d'aller verser sa bile sur cette figure qu'on peut trouver controversée, je l'admets parfaitement, il est controversé, il l'a voulu d'ailleurs, mais on doit le respecter, et le respecter ça veut dire arrêter de semer des rumeurs, ou de déformer des faits. Voilà, on le présente comme acteur de certains types de films non traditionnels, alors que c'était évidemment pas le cas au sens littéral du terme, hein, il faut savoir de quoi on parle. On le présente comme auteur de divers journaux, avec parfois des propos provocateurs à leur époque, donc qui ne sont pas transposables aujourd'hui. Et Guillaume Fay ne peut pas se résumer à ce genre de choses. Il y a aussi cette fameuse pseudo-fausse interview de Serge Dubeketch où on fait dire à Guillaume qu'il se fout de la gueule du monde, en fait, globalement, qu'il manipule tout le monde. Guillaume a répondu qu'il avait lui-même joué avec Beketch à ce moment-là, il lui avait dit n'importe quoi. C'est tout à fait possible quand on connaît Guillaume. Et puis à quel moment est-ce que Guillaume avait été interrogé, dans quelle situation était-il le moment où on lui pose des questions? Ça, c'est un vrai débat. On sent bien la manipulation de la faiblesse derrière tout ça. Donc tout ça est assez déshonorant. Donc je remercie évidemment par contre ceux qui ont témoigné leur amitié, leur sympathie, leur fidélité à Guillaume Fay. Jean-Yves Le Gallou a évidemment réagi rapidement. D'autres aussi ont pu agir et dire ce qu'il fallait dire. C'est vrai que Guillaume était difficile à défendre aujourd'hui parce que c'est une figure qui est tellement considérée comme sulfureuse, tellement considérée comme provocatrice, parce que ses livres sont provocateurs. Il mettait le doigt là où ça faisait mal et il ne faisait pas dans la dentelle. Et il a été lâché par la nouvelle droite à l'époque, qui n'a pas voulu assumer et le suivre derrière cette nouvelle ligne qui était la sienne. Et donc c'est une figure qui part dans toute la complexité de la vie et du personnage. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il en faudrait faire beaucoup plus pour Guillaume. On peut espérer, j'espère, que des initiatives comme ce qui avait été fait en hommage à Dominique Vénère seront faites pour Guillaume Fay, avec des gens, des vieux amis, qui viendront parler de lui, mais peut-être aussi des vieux ennemis, des ex-ennemis, qui, au moment du grand voyage, estiment qu'il faut relever le défi de lui rendre hommage. Parce que voilà, aujourd'hui, il n'est plus là pour qu'on le haïsse, et il n'est plus là pour qu'on l'admire et qu'on l'apprécie. Donc c'est peut-être le moment de faire des grands gestes, que ceux qui sont capables de faire des grands gestes les fassent, que ceux qui n'en sont pas capables se dévoilent ainsi, n'en faisant pas. Et voilà, moi je pense qu'Alain Benoît doit faire quelque chose en hommage à Guillaume Fay, et je l'invite à le faire. Est-ce qu'il aura cette information est-ce que ma vidéo sera suffisamment vue pour que l'information soit transmise? Je ne sais pas, mais c'est le moment, à mon avis, de faire quelque chose. D'autres le feront. Voilà, je pense que Pierre Vial fera des gestes forts, le connaissant. Mais c'est le moment de manifester tout ce qu'on doit à Guillaume. Et on lui doit beaucoup. Je vous remercie, et puis je ferai d'autres émissions certainement où la figure de Guillaume sera évoquée. Mais là, je voulais vraiment faire à chaud un hommage personnel à Guillaume Fay.